Eh bien, mesdames, messieurs, chers camarades, bonsoir à toutes et tous, et bienvenue à cette nouvelle conférence des Tribunes de l'X. Comme vous le savez, on est déjà dans la période sans doute la plus cruciale de la vie politique de notre pays, celle bien sûr de la campagne présidentielle. Ce soir, on aimerait vous donner quelques clés de compréhension afin de mieux appréhender la situation de notre pays dans la perspective de l'échéance présidentielle qui approche. Et pour ça, nous avons ce soir le plaisir d'avoir avec nous Emmanuel Todd, historien, anthropologue, politologue renommé. Merci Emmanuel Todd d'être parmi nous ce soir. Si vous êtes en outre ancien élève de Sciences Po et de la Sorbonne, c'est au non moins prestigieux Trinity College de l'Université de Cambridge que vous rencontrez votre directeur de thèse et que vous travaillez sur ce sujet qui vous suivra tout au long de votre carrière d'intellectuel, à savoir celui des structures familiales. Vous vous appuyez sur ce concept pour développer une approche de l'histoire et de la société basée sur des déterminismes associés à ces structures. Donc, vous êtes connu du grand public pour les essais politiques que vous avez écrits et qui ont souvent fait beaucoup parler de vous. Donc, ce qui fait de vous un visage connu dans les médias. Donc, vous publiez le premier en 1976, dénommé La chute finale, où vous prédisez déjà la dissolution de la sphère soviétique. Vous avez continué en 2002. Je suis désolé, je suis de très bonne humeur parce que un copain que je ne vois plus d'ailleurs là m'a accompagné. On s'est perdu sur les autoroutes et je suis juste émerveillé d'être arrivé à l'heure. Et donc simplement le fait d'arriver à l'heure m'a mis dans un état d'euphorie incontrôlable. Donc je vais poursuivre. Car je souffre d'une névrose de ponctualité. En 2002, vous avez continué avec Après l'Empire. Donc, vous discutez du déclin des États-Unis. En 2020, vous avez également écrit Les luttes de classe en France au XXIe siècle, où vous avez développé une vision de la sociologie française qui, on va dire, à l'encontre du discours majoritaire, avec en particulier une homogénéisation de la société. Vous êtes appuyé sur vos travaux anthropologiques pour commenter de nombreuses fois la vie politique avec un regard qu'on va dire original dans le monde intellectuel. Et c'est pourquoi nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir. Monsieur Emmanuel Todd, la tribune est à vous. Bon. Merci. Merci beaucoup. Je vais essayer de vous faire un exposé à peu près cohérent après toutes ces émotions de l'autoroute que j'ai vécu quand même comme un processus vexatoire parce que ma fille aînée a fait Polytechnique et je pensais être super performant pour retrouver l'endroit puisque je m'étais tapé tous les trajets pour les concours plusieurs fois et donc je suis dans la situation d'un vieillard sénile qui se rend compte qu'il a aussi perdu la mémoire pour ses trajets. Voilà. Donc, ce dont je vais essayer de vous parler, c'est d'essayer je vais parler des élections qui viennent en France, c'est le but, mais je vais commencer par développer une sorte de modèle que j'ai depuis longtemps sur ce qu'est la démocratie, ce qui la menace de dégénérescence, pour ensuite déboucher sur ce que nous vivons maintenant et je pense être une comédie tragique. C'est-à-dire qu'en fait, le début va être un peu sérieux, mais ne vous en faites pas. La fin sera sur une comédie. Alors, pour comprendre ce qui se passe, il faut... moi, j'ai besoin d'une hypothèse sur le moteur de l'ascension de la démocratie dans le monde occidental. Donc si vous lisez un auteur comme Tocqueville, La démocratie en Amérique, et d'autres textes, vous aurez la description de la montée de la démocratie un peu partout dans le monde, participation populaire à la vie politique, comme un phénomène providentiel, irrésistible, qu'on n'explique pas trop, etc. Pour moi, il y a une variable très simple qui en fait avait été identifié par un très grand historien anglais qui s'appelait Lawrence Stone, ce qui explique l'irrésistible montée de la démocratie, c'est l'irrésistible montée de l'éducation. Et la montée du taux d'alphabétisation permet de comprendre pourquoi, les uns après les autres, les peuples entrent dans un âge de turbulence démocratique, puis éventuellement de stabilisation de la démocratie. Stone avait remarqué qu'avant les révolutions anglaises du XVIIe siècle, françaises du XVIIIe et russes
de 1917, il y avait eu le franchissement d'un seuil que lui-même établissait, mettait entre 30 et 60% d'alphabétisés. Moi, j'ai plus utilisé dans mes recherches de généralisation le passage d'un seuil de 50% d'hommes jeunes alphabétisés, qui généralement a une très bonne capacité prédictive de phénomènes révolutionnaires, etc. Et ça a continué à marcher. C'est-à-dire qu'à la veille de la révolution iranienne, Khomeini, l'Iran venait de passer ce seuil d'alphabétisation. Voilà. Donc c'est quelque chose, je veux dire, qui marche très bien. Ça n'est pas, alors évidemment, on peut dire les gens qui savent lire sont capables de lire un tract, un bulletin de vote. Il y a un élément, je dirais pour ainsi dire, mécanique entre le fonctionnement de la démocratie moderne et l'alphabétisation. Mais c'est pas juste. L'âge démocratique, finalement, il a commencé bien avant que tout le monde, ou même la majorité des gens, sachent lire et écrire. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que lire et écrire, au début du Moyen-Âge, c'était le privilège de quelques prêtres. Et puis il y a eu les marchands, et puis des nobles, des artisans, et les sociétés ont été capables, bien avant la réalisation de l'alphabétisation universelle, de se projeter dans un univers où il était clair que ce privilège ancien des élites religieuses allait être accessible à tous. Et c'est ça qui a créé, je dirais, ce que j'appellerais une mentalité démocratique. Pour moi, je ne vois pas, je vais être amené à faire une distinction très importante entre la démocratie ou d'autres formes, ou l'oligarchie, ou la plutocratie, ou tout ce que vous voulez, en tant que système institutionnel et en tant que système de mœurs, en tant que mentalité. Et donc, ce que le mouvement de l'éducation vous permet de saisir, c'est le mouvement de l'idée démocratique, la mentalité démocratique, ce qui fait que quand vous êtes dans une société où tout le monde apprend à lire et écrire, à la surprise historique en son temps, vous êtes dans une société qui devient de mentalité démocratique, en fait, bien avant que soit réalisée sur le plan institutionnel la démocratie. Par exemple, en France, la France a été travaillée par un état d'esprit démocratique dès avant, certainement, la Révolution française, mais surtout bien avant la stabilisation d'une démocratie sous la Troisième République, par exemple. Alors ça, c'est la première partie du mouvement, de l'histoire. Et maintenant, j'en arrive à la période plus récente. La période plus récente, pour moi, elle est fondamentalement impulsée par la continuation du mouvement de l'éducation, parce que le développement de l'éducation ne s'est pas arrêté à l'instruction primaire. Il y a eu le développement du secondaire, et puis très vite dans la foulée, en fait, le développement du supérieur. Et dans un premier temps, je dirais, pour la génération, le développement de l'éducation secondaire et supérieure a été simplement considéré comme la poursuite d'une ascension. Je veux dire, comme quelque chose qui continuait l'ascension démocratique. Je suis l'heureux titulaire d'un bac 1968, j'en suis très fier. Je veux dire, on a été nombreux à l'avoir en 68, mais maintenant c'est un privilège d'avoir eu ce bac-là. Vous voyez, comme c'est classe. Et donc, c'est le premier bac où le nombre de filles a dépassé celui des garçons. C'est très ancien comme révolution, ça. Mais jamais on n'aurait imaginé ce qui s'est passé par la suite, en fait. C'est-à-dire que l'éducation supérieure, je dirais, a fini par ne pas toucher toute la population. Et elle a abouti à restratifier la société, à recréer des inégalités éducatives. Alors, le premier pays où ce phénomène a été évident, c'est le pays qui faisait la course en thèse, c'était les États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les générations nées immédiatement après la guerre, dès 1965, il y a déjà très longtemps finalement, le développement de l'éducation supérieure s'est bloqué à peu près au tiers d'une cohorte. Ça a réaugmenté un peu depuis récemment, mais
c'est plus exactement la même éducation supérieure, et est-ce encore une éducation complètement supérieure? Je laisse aux déclinistes le soin de spéculer sur les niveaux éducatifs. Mais et à ce moment-là, on s'est rendu compte que un nouveau clivage culturel avait brisé le sentiment égalitaire de l'époque de l'alphabétisation de masse. Alors, le moment, aux États-Unis, le moment où on a vu que quelque chose s'était passé, c'est très ancien, c'était au moment de la guerre du Vietnam, où on avait les étudiants qui manifestaient contre la guerre, mais qui étaient dispensés du service militaire, et les gosses d'origine ouvrière qui se faisaient tuer au Vietnam et dont les familles étaient restées plus patriotiques. Et donc il y a eu un élément, et les États-Unis, à ce moment-là, ont pris conscience d'un clivage culturel. En France, on a une bonne génération de retard. Le moment où est apparu un discours opposant le peuple et les élites, c'est Maastricht. Je suis incapable de calculer les dates de naissance des gens, etc. Mais vous êtes tous de quelle année à peu près, comme 99. Donc oui, donc on est déjà personne n'existait. Donc je décris des phénomènes très anciens, ce qui m'autorise d'ailleurs sur la période à raconter n'importe quoi sans contrôle. C'est toujours plus commode. Mais c'est le moment où on a commencé à parler en France d'élites qui savent, le cercle de la raison, d'Alain Minck et des autres, et puis d'un peuple idiot. Hein, et donc et ce qui est, je dirais, très intéressant, enfin, c'est là qu'il faut avoir les concepts corrects pour analyser, c'est que le système, si vous vous contentez de décrire la démocratie comme un système, et même la démocratie libérale comme un système institutionnel, rien n'a changé. C'est-à-dire que, enfin, rien n'a changé. Si on verra, troisième partie. C'est-à-dire qu'on continue de voter, on a le droit de vote, on a le suffrage universel, on a la liberté d'expression, et toute cette, je dois oublier quelques éléments, mais ça n'est pas grave. Mais dans ce cadre institutionnel inchangé, la mentalité démocratique, c'est-à-dire l'esprit, le sentiment d'égalité entre les hommes, qui avait été créé par l'alphabétisation universelle, a disparu. Parce que c'est pas tellement, enfin si, c'est quand même beaucoup, le fait que les gens qui avaient une éducation supérieure ont commencé à se penser supérieurs, puisque ça ne bougeait plus, puisque les types qui étaient restés en bas étaient restés en bas. Et donc, alors, ça a pris des formes particulièrement, je pense que ça a pris des formes particulièrement radicales aux États-Unis, puisque les Américains pratiquaient beaucoup des tests d'admissibilité aux universités, les SATs, qui classaient les gens en fonction, soi-disant, de leur aptitude intellectuelle. Et donc, ça a été un grand briseur de sentiments d'inégalité. Mais quelque chose du même ordre s'est passé en France. Et je dirais que la preuve de ce que le mot éducation supérieure est devenu chargé de quelque chose de problématique, c'est que l'OCDE et d'autres officines internationales ont commencé à parler d'éducation tertiaire. C'est quand même moins menaçant, tertiaire. Voilà. Et donc voilà. Mais c'est pas simplement, le problème n'a pas été simplement de développement, comment dire, d'une attitude de supériorité individuelle. C'est que les gens qui avaient une éducation supérieure ont commencé et qui, en modélisation, pour se caler sur le premier modèle américain, mettons un tiers de la population, ou 40% maintenant dans les jeunes générations, dans les cohortes, etc. Les gens ayant une éducation supérieure ont pu se mettre à vivre entre eux, à développer une culture propre. Si vous étiez un éduqué supérieur dans les générations anciennes, ou ayant l'équivalent d'une éducation supérieure, vous êtes romancier, vous êtes essayiste, vous êtes publiciste,
Si vous voulez parler à quelqu'un, parler à un public, vous devez parler à des gens qui savent simplement lire et écrire. Donc vous êtes, pour exister socialement, vous devez tenir compte du fait que le gros de la population, c'est pas vous. Mais quand on est dans un monde comme notre monde actuel, vous avez les éduqués supérieurs peuvent se mettre à vivre entre eux, développer leur propre culture, se désintéresser des problèmes sociaux et développer collectivement des attitudes méprisantes vis-à-vis du reste de la société. Alors, je veux dire, ce sentiment inégalitaire qui s'est répandu est évidemment, je veux dire, c'est comme ça n'est pas une maladie, c'est un phénomène social, mais ça va très loin parce qu'il est évident que, je pense que c'est le bon endroit pour en parler, la notion d'éducation supérieure se fragmente elle-même entre tous les niveaux de l'éducation supérieure. Hein, on a fait les grandes écoles, une grande école, on ne l'a pas faite. Je ne vous fais pas le topo, hein, je pense que tout le monde me comprend. Et donc à ça. Alors, pour moi, c'est le phénomène qui est derrière toutes les évolutions inégalitaires ultérieures. C'est-à-dire, ce qui domine dans l'interprétation générale, depuis, je dirais, sans doute depuis l'après-guerre, à la fois à cause sans doute à cause de l'affrontement du communisme et du capitalisme, etc. C'est une interprétation économique de l'histoire. Les gens ne pensaient pas comme ça avant la Première ou même la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, par exemple, quand on va parler de l'établissement du libre-échange, qui fait partie, qui commence à être remis en question par Trump, etc., et par Biden, mais qui a été, et qui reste en France, puisque la France quand même est un pays périphérique et attardé sur le plan idéologique, il faut le savoir, on va en reparler, c'est toujours présenté en termes d'argumentation économique, d'amélioration d'un truc global, etc., mais avec une sorte d'admission que ça faisait monter les inégalités internes. Et ce qui est, pour moi, fondamental dans la séquence historique qu'on a vécue et dont on est probablement en train de sortir, mais pas par la grande porte, c'est que c'est la prédominance aux États-Unis, puis dans tous les pays avancés, d'une nouvelle mentalité inégalitaire, c'est-à-dire l'effondrement du sentiment d'égalité qui dominait avant, qui a permis la mise en place de politiques comme le libre-échange, qui a permis aussi la mise en place de politiques aux États-Unis, de dérégulation, de suppression de toute la fiscalité punitive qui avait été mise en place par le New Deal de Roosevelt. Et pour moi, c'est l'évolution, je dirais, éducative et l'éducation des mœurs qui va avec cette évolution éducative qui a permis la dérive inégalitaire. Alors, cette évolution éducative, elle a eu toutes sortes d'autres effets, ou des effets connexes, si on peut dire. Elle a, comme les grandes idéologies qui structuraient la vie sociale, ça pouvait être des idéologies de classe, comme le communisme ou le socialisme, des idéologies religieuses. Mais en fait, quand vous regardez, dans un pays comme la France, il y avait la droite catholique, la droite gaulliste ou nationaliste, la social-démocratie et le PC. Mais toutes ces idéologies étaient, en un certain sens, des sous-sociétés dans l'ensemble français qui avaient des élites, des classes moyennes et des milieux populaires. Du côté catholique, de toute façon, le catholicisme se veut transclassiste, donc c'était explicite. Il y avait des grands bourgeois, des paysans, des ouvriers catholiques dans certaines provinces. Mais même si vous prenez les ouvriers, la classe, je veux dire le communisme plutôt, le communisme avait effectivement des gros bataillons ouvriers, il y avait effectivement des métayers dans le nord-ouest du Massif central, mais il y avait des professeurs communistes, il y avait des normaliens communistes, il y a des gens des grandes écoles qui portaient l'idéologie communiste. Et bien entendu, ce phénomène de restratification éducative a brisé toutes ces idéologies. Donc tout a été cassé.
Tout s'est décomposé. Et on a vu apparaître, je dirais, effondrement de la pratique religieuse, effondrement de la droite catholique qui allait avec, effondrement du communisme, dont la carte était la double négatif de celle du catholicisme en France. Je pense à la France, et on a vu s'installer un phénomène massif de stratification éducative par niveau. Alors, honnêtement, maintenant, je vais vous faire un spécial vieux gâteux du style « je l'avais bien dit, j'ai eu raison finalement », mais la thèse que je vous présente là, c'est quelque chose que j'avais exposé dans un bouquin qui s'appelle toujours d'ailleurs « L'illusion économique », je crois en 1997. Mais maintenant, l'idée que la stratification éducative, éducation primaire, enfin maintenant on ne dirait pas comme ça, on dirait pas de diplôme ou BEPC, c'est ce qu'on trouve en bas des grilles, et puis tout en haut on aura éducation supérieure complète. Mais maintenant, tous les sondeurs d'opinion reconnaissent que c'est la meilleure façon d'expliquer les comportements politiques, par exemple. Je veux dire, si vous regardez, commençons par les États-Unis, vous regardez le vote pour... je laisse de côté la question raciale aux États-Unis, mais si vous regardez le vote pour Trump ou contre Trump, vous allez trouver que la stratification éducative est la meilleure variable prédictive du vote. Si vous regardez le vote pour le Brexit, vous verrez que les milieux, chaque fois vous verrez les milieux qui n'ont pas été au-delà d'une éducation secondaire, et très souvent pas réussi, puisque si on ne va pas au-delà d'une éducation secondaire, c'est qu'on a un peu raté son éducation secondaire, ça explique ce qu'on appelle la menace populiste. Mais il faut bien voir qu'aux États-Unis, ça finit par aller très loin. C'est-à-dire que les évolutions économiques régressives qui ont accompagné tout ça ont amené en fait des baisses de niveau de vie et de qualité de la vie dans de larges parties de la population. Les États-Unis font la course en tête, toujours, y compris pour le déclin et pour les problèmes. C'est un truc qu'il faut comprendre sur les États-Unis. C'est vraiment, ce sont nos leaders. Enfin, vraiment, je veux dire, c'est très, voilà. Et donc, il y a un bouquin, donc la mortalité a commencé à augmenter aux États-Unis, augmentation particulièrement de la mortalité des Blancs entre 45 et 54 ans. Et quand on regarde les causes de décès, c'est suicide, alcoolisme et usage d'opioïdes, c'est-à-dire de drogues antidouleurs, addictives, etc. Et deux économistes mariés, mais dont un prix Nobel, ont écrit un bouquin qui s'appelle Death of Despair, c'est les morts de désespoir, et dans lequel on voit très bien que l'augmentation de cette mortalité, elle se produit chez les gens qui n'ont pas été au-delà des études secondaires, c'est-à-dire d'un diplôme de high school. Donc c'est vraiment, vous allez avoir je donne des chiffres au hasard, c'est pas ça, c'est comme le trajet pour Palaiseau. Je ne suis pas très performant en termes de mémorisation des chiffres et des trajets, mais des ordres de grandeur. Vous allez avoir 30% d'augmentation de mortalité par ces causes de décès chez les gens qui ont une éducation supérieure et 300% chez ceux qui n'ont qu'une éducation secondaire. Et c'est à ce moment-là peut-être qu'il faut revenir sur l'idée de qu'est-ce que c'est qu'une démocratie. Si vous prenez les États-Unis, vous avez une démocratie politique qui fonctionne malgré tout. Il y a une alternance. Vous avez une Cour suprême, vous avez une liberté d'expression, je dirais, à nul autre pareil. Et même si le rôle de l'argent des riches dans la politique est devenu très, très, très important aux États-Unis, le droit des riches à financer la politique est absolu. Vous avez une société que vous ne pouvez pas décrire en un sens mental ou de mœurs comme une démocratie. Parce que vous avez eu longtemps des classes dirigeantes et supérieures qui, quel que soit le parti pour lequel on votait, je dirais un peu avant Trump, mais même pour Trump, c'est pas très clair, je veux dire, se contrefichaient du sort
des gens non favorisés dans la société. Donc vous avez une société dont les institutions sont restées celles de la démocratie libérale, mais dont la vie concrète, je dirais, est un monde antidémocratique. Et je pense vraiment, je pense que le bon concept pour décrire par exemple les États-Unis, ça serait le concept de plutocratie libérale. Hein, ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que quand on regarde le fonctionnement de la Russie, où il y a des élections raisonnablement falsifiées, mais pas trop. Quoi, je veux dire. Et si vous faites la géographie, on n'a pas de sondage sorti des urnes en Russie, mais on peut faire de la géographie et voir quel quartier vote pour qui. Hein. Et en fait, les gens qui votent pour Poutine, on va le trouver en majorité dans la population russe. Les Russes sont tout à fait satisfaits de Poutine, mais les catégories périphériques et pauvres, c'est-à-dire les gens qui sont rejetés par les systèmes occidentaux, sont parmi les soutiens de Poutine. Et au contraire, ce sont les centres-villes, c'est-à-dire les régions qui, ici, sont considérées comme dominatrices et privilégiées, qui produisent le plus fort vote d'opposition à Poutine. Et donc, en fait, ce qui serait rigolo, l'un des petits modèles sur lesquels je travaille, je ne me lance pas encore, je ne veux pas mais ça serait d'opposer le système américain comme une plutocratie libérale à la Russie, démocratie autoritaire. Ne croyez pas que je délire. C'est vrai que j'ai une sympathie tout à fait avouée pour une attitude tolérante vis-à-vis de la Russie, mais il faut que j'avais prédit l'effondrement de l'Union soviétique en observant entre 1970 et 1974 une augmentation de la mortalité infantile qui était remontée de 22 pour 1000 naissances vivantes à, je ne sais plus si c'était 27 ou un truc comme ça. Peu de choses, mais démographe, je suis démographe aussi, boucher, charcutier, tout ça, comme on a dit. Et c'était un truc très important. Mais là, dans les dernières années, la mortalité infantile russe est passée au-dessous de la mortalité infantile américaine. Vous voyez, déjà les États-Unis n'étaient pas très très brillants par rapport au reste du monde occidental, mais maintenant la Russie. Alors la France, nous, on a une mortalité infantile qui bloque, qui remonte un petit peu, les gens commencent à en discuter d'ailleurs, mais le pays qui vraiment nous humilie, c'est la Biélorussie, dont la mortalité infantile est vraiment très inférieure à la nôtre. Vous voyez, donc quand on dit des choses qui ont l'air en apparence paradoxales, enfin qui sont paradoxales, je veux dire, il y a des éléments je veux dire, de preuve de ce que le monde n'est pas tel qu'on le perçoit ou tel qu'on le lit dans la grande presse. Je suis en train d'essayer d'obtenir la preuve de ce que... Mais je ne suis pas sûr. J'aimerais avoir la preuve de ce que le monde n'a jamais parlé du fait que la mortalité infantile russe était passée au-dessous de la mortalité infantile américaine. Voilà, donc j'en viens maintenant quand même à ce qui se passe maintenant. J'ai parlé combien de temps là ? Une demi-heure. Bon, je vais régler la suite en 10 minutes. Voilà, bon, d'accord. Oui, je prends mon temps. Oui, ça va. Bon. Alors, j'en viens maintenant à donc, la conclusion de cette présentation, enfin plutôt l'objet de cette présentation, c'est, comment dire, c'était de montrer qu'on était passé d'une phase démocratique à une phase oligarchique, plutocratique, mais dans laquelle finalement le thème, la façon fondamentale d'interpréter les processus électoraux, c'était devenu l'affrontement de l'élitisme et du populisme. C'est-à-dire que c'était vraiment, ça marche aux États-Unis, ça marche pour le Brexit, et la dernière fois que ça a marché fantastiquement en France, c'était la dernière élection présidentielle. J'ai atterri dans le sujet, je suis soulagé. Et d'une façon qui était pour... je ne suis pas statisticien, mais j'utilise beaucoup de chiffres dans mon travail. Et donc je fais de l'analyse électorale, je fais de la cartographie départementale. Et l'analyse du premier tour des dernières élections présidentielles a produit chez moi un moment d'extase statistique. C'est-à-dire que l'une de mes activités de routine, ma compétence statistique s'arrête à la régression et à ses résidus. Vous voyez, donc je pense que j'imagine que ça vous fait rire.
Et je calcule en automatique des coefficients de corrélation sans même hiérarchiser les variables. Et voilà, et donc dans la vie, j'avais l'habitude de considérer qu'un coefficient de corrélation de... Allez, pour les départements français, dans mes bouquins, j'ai mis les seuils de significativité. Enfin, j'ai essayé de travailler, je me suis fait aider pour travailler sérieusement. Et bon, à 0,65, ça commence à être intéressant. 0,8, on est en sciences sociales dans la gamme de ce qu'on peut faire de mieux. Hein, et d'un coup, je me mets, mais ça fait partie des rares choses que j'arrive à maîtriser sur mon tabulateur Excel. Je calcule les coefficients de corrélation entre tous les candidats, etc. Et j'obtiens Macron-Le Pen 0,93. C'est-à-dire 86% de variance expliquée. J'avais jamais vu ça de ma vie. Pour moi, ouais, c'est comme si j'avais... moi, j'avais une règle. Je m'étais toujours dit, si on dépasse 0,85, en fait, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais on a la même variable sous deux noms. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de... Ce qu'on mesure, c'est une tautologie ou une identité. Enfin, ce n'est pas du tout un rapport entre deux variables distinctes. Et ce qui était tout à fait fantastique, c'est que le précédent vote pour Marine Le Pen était lui-même corrélé à un niveau encore plus élevé au vote Le Pen de 2017. C'est-à-dire que la structure du vote Front National préexistait à l'apparition de Macron. Et la seule conclusion possible quand vous voyez un truc comme ça, c'est que le déterminant fondamental du vote pour Macron, c'était au premier tour, alors qu'il n'y avait aucune menace. Aucune menace. C'était le déterminant fondamental, c'était de voter contre Le Pen. Et donc, ce qui a créé Macron, sur le plan électoral, c'est Le Pen. C'est un truc absolument fantastique. C'est-à-dire, c'est pas Le Pen, sans doute en lui-même, là je retombe sur mon modèle d'opposition culturelle, c'est une détestation de ce monde populaire rejeté, colérique, etc., périphérique, votant Le Pen. Et donc c'était la pure expression d'un rejet, je ne dirais pas de classe, parce que c'est des phénomènes culturels, éducatifs, d'un rejet de ce que représentait le populisme. Donc on avait un vote qui était plus simplement élitiste, et un vote qui n'avait plus de substance, qui était simplement antipopuliste. Donc là, on a eu en France l'apogée, je dirais, de cette interprétation en termes, je dirais, d'élitisme et de populisme. Alors, comment dire, le problème qu'on a maintenant, et ce qui est vraiment très intéressant quand on regarde les sondages préélectoraux, c'est que ce modèle ne marche plus du tout déjà. D'abord, je pense que, et on pressent déjà que le système politique français est en train de passer à un autre stade. C'est-à-dire, d'abord, il n'y a plus de gens de gauche. C'est quand même stupéfiant. Je veux dire, on vit maintenant, au pays de la Révolution française, dans un pays où tout le monde est de droite. Vous avez les 4 grands candidats sont de droite. C'est quand même... Alors pour moi, en plus, qui est connu Zemmour tout petit, quand il était jeune journaliste, l'apparition de Zemmour en leader historique d'une extrême droite décomplexée est quand même une grosse surprise. Mais je dirais que ce qui est frappant, c'est que jamais je considérerais Mélenchon et Anne Hidalgo comme des gens de gauche, selon les critères anciens. Je veux dire, être de gauche en mon centre, alors moi quand j'étais gamin, j'ai été brièvement membre du Parti communiste, mais ça m'a formé. Hein, c'était mon école polytechnique à moi, en fait. Sans doute, sur le plan politique. Mais c'est une solide formation. Et donc l'indifférence aux questions économiques est quand même... je veux dire, quand Mélenchon est arrivé avec son concept de créolisation, c'est comme s'il avait été annexé par les gens d'en face, qui étaient dans une sorte d'assimilationnisme, réductionnisme, hyper violent, etc. Quant à Anne Hidalgo, moi je suis parisien, donc je bénéficie de la politique d'exclusion des
des banlieusards par Anne Hidalgo, c'est très difficile de la considérer comme de gauche. Donc on a ce phénomène absolument nouveau d'un pays qui est devenu complètement de droite. Et devenu, je dirais, complètement de droite, et où on ne peut plus distinguer de l'élitisme et du populisme. Oui, c'est-à-dire qu'on sent très bien qu'en plus dans les discours, l'arabophobie populaire et l'islamophobie des élites ont complètement fusionné. Donc vous pouvez... on a choix entre des nuances. Enfin, il y a une sorte de purée idéologique, de néant. Et à la limite, vous pouvez dire que des gens, quand on dit toute la France est de droite, on décrit un néant, parce qu'on ne peut pas avoir de gens de droite si on n'a pas de gens de gauche. La démocratie d'alternance et les concepts de droite et de gauche fonctionnent ensemble. Donc on a... Et alors, quand on regarde Et en fait, ce qui est vraiment frappant, donc moi j'ai repris le sondage IFOP du milieu décembre, dans lequel Zemmour était à 12%, et on voit que, par exemple, dedans, le vote Macron a complètement muté. C'est-à-dire, c'est plus la même chose. Le vote Macron, quand il a été élu, comme je l'ai évoqué, j'ai pas décrit les catégories socioprofessionnelles, mais c'était un vote du haut culturel de la société, plutôt jeune, ou en tout cas pas vieux, etc. Et maintenant, quand vous regardez, je dirais, les intentions de vote pour Macron, qui sont remarquables globalement par leur stabilité, toujours autour de 25 ou 27%. Là, dans mon sondage, c'était à 25,5%. Comment dire, ça donne une impression de stabilité. Tout le monde dit que c'est merveilleux, comme c'est incroyable, comme le vote Macron et ça, etc. Mais en vérité, sa transformation interne est extraordinaire. Le vote Macron, chez les diplômés du supérieur, maintenant complet, il n'est qu'à 27%, pour une moyenne de 25,5%. Chez les gens qui ont juste un CAP ou un BEP, il est encore à 21%. Il y a une poussée assez curieuse dans les intentions de vote pour Macron dans les éducations supérieures incomplètes à 37%. Mais Macron, il n'y a plus non plus de différence entre les vieux et les jeunes. C'est-à-dire, il y a il a dépassé maintenant même Pécresse dans les intentions de vote des plus de 65 ans, à 32%, 28%. Mais chez les ouvriers, vous avez 26% d'ouvriers qui s'apprêtent, d'après ces sondages. Alors ça devrait bouger quand même, mais au stade actuel, ce qu'on voit, c'est 26% d'intention de vote ouvrière pour Macron. C'est-à-dire quasiment dans la moyenne nationale. C'est-à-dire que le vote Macron n'a plus de structure de classe, il n'a plus de structure éducative. Et chez les autres, c'est pas tellement mieux. Alors le vote Le Pen garde une structure très hiérarchisée en termes de niveau d'études. C'est-à-dire qu'il est particulièrement fort chez les gens qui ont simplement un CAP ou BEP. Enfin, les intentions là, globales étaient à 16%, il était à 24% dans cette catégorie-là. Il garde un très gros vote ouvrier, mais je dirais que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce vote n'a plus de sens. Donc là, il y a quelque chose à expliquer. On n'a plus de gauche, on n'a plus de droite, on n'a plus de parti, on n'a plus d'idéologie. On a des électorats qui sont de plus en plus informes. L'électorat Zemmour n'a pas non plus de forme, en fait. Il est plutôt mieux représenté dans les catégories culturelles intermédiaires, un peu plus bas chez les gens du supérieur et ceux qui ont moins d'études. Il n'est pas très différencié selon l'âge. Il n'est même pas différencié selon le sexe, aux dernières nouvelles. Quand on connaît Zemmour est assez curieux. Il est un peu plus faible chez les ouvriers, mais il y a un vote ouvrier pour Zemmour. Vous voyez qu'il est là nous bassiner avec l'histoire de France. Et donc on a vraiment une situation extrêmement intéressante et je dirais qui se colore de plus en plus d'une nuance de vulgarité dans l'expression.
Vous voyez, vous avez Zemmour, pour moi, bon, je ne vais pas en parler parce que je vais être grossier, mais quelque part, il y a vraiment quelque chose. Quand le président, ah oui, j'avais promis à mon copain de le faire, quand le président Macron, on est forcé de dire Omicron, la radio du pouvoir nous oblige à dire Omicron pour qu'on n'identifie pas à Macron. Donc j'avais fait le vœu ce soir de parler du président Macron. Voilà. Donc maintenant je vais essayer de m'en tenir et de parler du vote qui vient pour le président Macron. Je me perds mais si vous voulez, quand le président de la République française, le président Macron, parle d'emmerder des candidats français, il est dans un processus de purée, de dégradation. Ouais. Alors, ce qu'il faut, ça sert absolument. Moi, je suis historien, anthropologue, ça a été dit. Pour moi, ça sert à rien de s'indigner quelque part. Je veux dire, c'est évident que pour un type de ma génération, ce qui se passe n'a plus de sens. Vous voyez. Donc, mais c'est bien, on peut se mettre en retrait et puis essayer de comprendre pourquoi la France en est arrivée là. Et en arrivant là, il faut bien comprendre que la France n'est plus une démocratie occidentale comme les autres. C'est-à-dire sa politique est devenue transcendantale, en ce sens qu'elle a échappé au clivage élitisme-populisme. On pourrait dire que tout le monde est populiste aussi, comme on pourrait dire que tout le monde est droite, si on veut, si tout le monde est grossier. Il n'y a pas de problème. Mais les États-Unis ont toujours un système bipartisan. L'Angleterre a toujours un système bipartisan. Il y a toujours des institutions parlementaires qui fonctionnent. L'Allemagne a une élection récente extraordinairement normale. Et donc on ne peut pas, et pourtant on a affaire, un peu moins pour l'Allemagne, mais pour l'Angleterre et pour les États-Unis, on a affaire à des pays qui sont clivés culturellement selon le même genre de normes que la France. Donc il y a autre chose en France. Et je pense que cette autre chose ne peut pas s'expliquer sans une vision un peu réaliste ou encore plus réaliste que ce que j'ai dit de la démocratie. Une démocratie, ça n'est pas simplement, voilà, c'était le troisième terme que j'oubliais, mais il me revient parce que c'est le moment où il doit revenir, ça n'est pas juste un système où les gens peuvent voter, ça n'est pas simplement un système où ils peuvent s'exprimer, où on peut être informé, c'est un système où les gens qui sont élus respectent leurs électeurs. Alors ça a disparu aux États-Unis et largement en Angleterre, mais c'est aussi un système où les gens qui sont élus peuvent agir et prendre des décisions. Alors, en première approche, on se dirait que le président de la République française est le type qui peut le plus agir, puisque les pouvoirs constitutionnels du président de la République française sont très supérieurs à ceux du président des États-Unis. Il n'y a pas de problème. Là-bas, il y a des contrôles, il y a un congrès réel, il y a les cours suprêmes, nommés par des prédécesseurs. En France, il n'y a plus de système de parti, il y a une assemblée qui peut être dissoute par simple acte de Macron. C'était juste pour prononcer le nom du président. Mais la vérité réelle du pouvoir exécutif et législatif en France, c'est qu'il a été totalement aboli par l'intégration européenne. C'est-à-dire que le traité de Maastricht et tous les règlements de l'Union européenne ont fait que la capacité d'action économique du gouvernement français est très proche de zéro. Il a perdu le pouvoir de création monétaire. Il a perdu le pouvoir de régulation commerciale. Et donc, nous vivons dans un pays qui est effectivement stratifié sur le plan éducatif, mais où on doit, et où les gens d'en haut ne respectent pas beaucoup les gens d'en bas, puis atomisés, puisqu'il n'y a plus d'idéologie, mais on doit aussi voter. Donc on a un système institutionnel qui flotte sur ce monde, qui n'a plus une mentalité démocratique, mais on doit en plus élire des gens qui ne pourront rien faire. Et donc il faut bien voir que depuis l'intégration, depuis la réalisation de l'euro particulièrement, chaque élection présidentielle française et les législatives qui suivent
sont une pure et simple comédie, et où il faut trouver un thème. Vous voyez, j'avais étudié ça, j'avais commencé d'étudier ça dans mon dernier bouquin, Les luttes de classe en France au XXIe siècle. Donc vous avez, alors en général, le thème sur lequel les gens finissent toujours par s'exciter sur l'islam quand ils n'ont rien à dire. C'est un truc classique, voilà. Mais donc Sarkozy avait commencé, le thème c'était le Karcher. Vous voyez, une comédie. C'est-à-dire qu'il faut voir chaque élection présidentielle en France. Ça, c'est la leçon. Pour vous, ceux qui sont français ici vont exercer leur droit civique, je vais vous éclairer sur ce que vous allez faire. Hein? Et ce que nous avons fait, nous, les anciens, dans les années récentes. Donc vous avez Sarkozy, le Karcher, je vais vous nettoyer tout ça, etc. Bon, Sarkozy est élu. Alors, il a eu du bol, en un certain sens, parce qu'il y a eu une grande crise économique. Là, il y avait des mesures d'urgence à prendre qui lui ont permis de s'occuper. Mais bon, voilà. Mais quand même, il était un peu agité et bizarre, parce que les présidents sont quand même de plus en plus bizarres. Il y a pas que le corps électoral va pas bien, mais il n'y a pas que le corps électoral. Et donc ensuite, il y a... vous avez vu Sarkozy en action quand même. Vous n'êtes pas jeune à ce point. Enfin, je ne sais pas, peut-être pas. En fait, non, je ne me rends pas compte. Hein, oui, il était quand même spécial. Hein. Vous voyez, je veux dire, puis avec ses problèmes sentimentaux, là, bon, bon. Donc ensuite, c'est ce qui donne la possibilité pour Hollande de faire une pièce de théâtre en contre. Genre, moi je suis normal. Mister Normal, comme je dis maintenant. Et donc, Hollande se fait élire sur le thème, bon, je déteste la finance, bon, ça c'était risible, mais c'est surtout, moi je suis un mec normal. C'est un autre genre de pathologie. Mais voilà. Et puis, ensuite, vous avez Macron. Donc Macron, c'est « je suis jeune ». Maintenant, je dis plutôt, à cause de Brigitte, je suis, et puis de ce toujours en même temps, donc pour moi, et puis surtout depuis qu'il remonte dans l'électorat chez les plus de 65 ans, c'est je suis jeune et vieux en même temps. C'est le truc de Macron. Mais il faut bien voir que ce genre de comédie a quand même un coût. Parce que ensuite, le type est élu, il ne fait rien, il ne peut rien faire, il ne peut pas y avoir de politique économique. Et la destruction de l'appareil industriel français continue. Et le déficit commercial s'aggrave. Mais ce qui est vraiment intéressant, je dirais, dans la situation actuelle, et c'est ce qui montre la puissance des déterminants éducatifs, mentaux, au-delà de la rationalité, c'est que on sort là, la présidence Macron a été la présidence de tous les échecs, honnêtement. Bon, il y a eu les gilets jaunes. Donc le gilet jaune, on a constaté une première fois la baisse du niveau de vie de la partie la plus fragile de la population. Donc on a eu, les événements nous ont mis sous les yeux l'appauvrissement de la France. Bon, ensuite on a eu, pour si la leçon n'avait pas été comprise, on a eu le Covid et on a constaté que la France était infoutue de produire des biens de première nécessité ou sécurité dont elle avait besoin. On a vu des représentants de nos gouvernements aller rôder sur les aéroports en espérant que des masques allaient arriver de pays mal définis. On a vu que la France, on a vu l'état de délabrement d'une partie des structures hospitalières. En fait, on a eu sous les yeux la baisse du niveau de vie. Hein, et donc on a ça. Et puis le Covid, on l'a toujours d'ailleurs. Et on a une campagne électorale et des partis politiques ou des groupes politiques, je ne sais pas comment les appeler, ou des candidats, tous de droite, et dont 75%, c'était à la veille de l'épidémie de, je pourrais dire Omicron et Macron, voilà, étaient tous sur des thèmes identitaires.
La question, c'était l'identité, l'islam, la sécurité, l'immigration, les réfugiés, tout mélangé d'ailleurs sans qu'on distingue la date d'immigration des parents, des grands-parents, des choses comme ça, en mélangeant des réfugiés afghans et des gens qui sont français maintenant depuis 2 ou 3 générations, mais d'origine maghrébine. C'était ça en fait ce qui se mettait en place. Donc on a quand même, mais ça c'était... Là, on est en train d'essayer, je pense que le système est en train de permuter. Donc le système était en recherche d'un thème de comédie. Et donc, les thèmes qui s'offrent, on ne peut rien faire sur le plan économique. Et donc, la comédie, c'était une sorte de surenchère identitaire qui a amené ce phénomène extraordinaire de Zemmour posant devant, se faisant par montage, posant devant Notre-Dame de Paris. Je suis d'origine juive, donc j'étais surpris de voir qui représentait le christianisme aujourd'hui. Vous voyez, mais, enfin bon, vous voyez, non mais j'essaie de, c'est pas une blague méchante, c'est essayer de faire comprendre à quel point ce qu'on vit n'est pas normal. Enfin, on n'est pas dans un monde normal, en fait. Et donc, visiblement, le choc du Covid et des confinements, je dirais, explique en partie tout ça. Mais fondamentalement, je crois, c'est l'incapacité, donc à partie, à proposer quoi que ce soit en termes de mesures de réindustrialisation. Parce que pour réindustrialiser vraiment, au-delà d'agiter le mot industrie, il faudrait avoir le pouvoir de création monétaire, il faudrait être libéré des contraintes budgétaires, il faudrait être capable de protéger les industries en redéveloppement, il faudrait sortir des contraintes européennes. Et bien entendu, si vous avez un président qui vous parle de réindustrialisation et qui fait illuminer l'Élysée aux couleurs de l'Europe, c'est comme si vous disiez, c'est pas comme si vous disiez je vous mens, c'est comme si vous disiez écoutez les gars, j'ai vraiment rien compris. Vous voyez, parce qu'il y a des gros déficits cognitifs en haut de la structure sociale aussi. Moi, je ne pense pas que les gens qui ont fait des études supérieures sont par essence supérieurs. Pas du tout. Hein. Mais j'en ai fait. Hein. Je suis très diplômé aussi. Donc voilà. Donc je pense qu'on en est là. Mais je dirais que par rapport à ce modèle, on sent à ce modèle d'une élection présidentielle qui est une pure comédie à laquelle on va vous demander de participer et qui, il y a encore 15 jours ou un mois, semblait s'orienter vers une surenchère identitaire, etc. Maintenant, il est très clair que l'épidémie, la dernière vague épidémique de Omicron semble orienter les choses vers une comédie mal définie de type sanitaire. Voilà. Et effectivement, je terminerai là-dessus, ce qui est vraiment effrayant dans la situation française actuelle, c'est que incapacité de l'État à agir, corps électoral atomisé, ravagé par des sentiments inégalitaires dont il n'est pas vraiment conscient. Là-dessus, le choc, dans un état de vide idéologique, le choc, l'usure mentale de l'épidémie, ce qui se passe en France, et c'était sensible même déjà avant l'épidémie, c'est une sorte de montée en puissance autonome de l'État, qui reste la dernière structure de sécurité, qui seul peut agir et faire des choses, un État dirigé par des hauts fonctionnaires hors contrôle. Et je dirais que la structure du Macron a toujours pour moi été la quintessence de l'appareil d'État, passé par l'ENA et sorti inspecteur des finances. Et je dirais que la structure de ce vote Macron qui se profile, parce qu'il a quand même de grandes chances d'être élu,
c'est-à-dire avec ses 27% de diplômés du supérieur, 37% de premier cycle, 24% bac, 21% CAP, les plus de 65 ans à 32%, les moins de 35 ans à 28%, les ouvriers à 28%, ça évoque, on cherche un point commun à tous ces gens, puisqu'on ne peut pas dire une variable. Et à mon avis, le point commun à tous ces gens, c'est l'égarement et la peur, et le fait de se réfugier dans la stabilité d'une autorité de quelqu'un qui est déjà là. Et ce qui est terrible, c'est que le dernier facteur structurant de la politique française au stade actuel, c'est la peur. Je serais ravi de vous répondre à vos questions. Maintenant, voilà. Alors, merci beaucoup pour votre exposé qui était très intéressant. Donc, on va maintenant passer à la phase de questions. Donc, on va faire passer les micros dans la salle pour que vous puissiez les poser directement. Et on va commencer par une première question de la part des tribunes avant de faire passer les micros dans la salle. Donc vous avez dit que la raison pour laquelle on n'était plus vraiment en démocratie, c'est la perte de pouvoir économique de la France. La question que je voudrais vous poser, c'est que la France aujourd'hui est inclue dans un système économique mondialisé et que compte tenu de son poids, elle ne peut pas vraiment imposer ses idées ou sa volonté au monde extérieur. Est-ce que du coup l'Europe, par sa taille et sa puissance économique, ne serait pas un des moyens finalement de pouvoir agir alors que la France seule ne le pourrait pas? Et ça, c'est le grand argument que j'entends depuis bien longtemps. C'est l'union fait la force et ce genre de choses. Mais d'abord, cette Union européenne, elle existe depuis bien longtemps, elle n'agit pas. Et ce qu'on constate empiriquement, c'est exactement le contraire. Bon, alors d'abord, l'idée qu'un petit pays ne peut pas se protéger est absurde. Les démocraties de petite taille existent et arrivent à agir partout dans le monde. Donc ça c'est juste pas vrai. Mais c'est simplement que la complexité de l'Union européenne est une garantie d'inaction. Je veux dire, les plans de relance, on en parle, on se met d'accord dessus et on ne les fait pas. Je veux dire, traditionnellement, à chaque crise mondiale, que ce soit une crise, la crise des subprimes ou la crise héritée du Covid, l'Europe est la grande région du monde qui agit le moins. Et le monde est tiré par les plans de relance américains et chinois, qui sont effectivement des grosses nations. Mais la vérité, c'est que et l'Europe ne peut pas, comment dire, ne peut pas agir parce que les intérêts de ses composantes sont divergents. Il y a une puissance dominante en Europe qui est l'Allemagne, qui a profité de la sous-évaluation de l'euro, qui a, dans la concurrence, a détruit une bonne partie des industries de ses concurrents directs, la France et l'Italie. Et la vérité, c'est sur un plan économique, je suis d'une mentalité moi-même très pacifiste, et je vous garantis que j'ai été réformé psychiatrique léger pour mon service militaire. Donc je n'ai pas une mentalité belliciste, mais comment dire, c'est que les pays européens, sur le plan économique, sont de fait en guerre les uns avec les autres. Je crois que les gens, l'idée de l'union fait la force vient beaucoup d'une vision fausse de la globalisation. Parce que les gens ont beaucoup pensé, ils pensent beaucoup que la globalisation, c'est l'utilisation des main-d'œuvre à bon marché du tiers-monde ou de l'extérieur-monde. La main-d'œuvre chinoise étant ou ayant été le truc archétypal. Mais en fait, quand on voit la façon dont les pays agissent dans la globalisation, ils ne cherchent pas, quand ils cherchent à se protéger ou quand ils sont en concurrence, quand ils cherchent à équilibrer leur compte extérieur, ça n'est pas du tout en se mettant en rivalité avec les pays qui, en termes de structures économiques, de niveau de développement, sont les plus loin d'eux. Ça avait été très bien montré par Patrick Artus, très bon économiste, qui avait analysé la politique salariale de l'Allemagne. Et il disait, mais quand l'Allemagne réussit à abaisser, modèle théorique, hein, je donne des chiffres comme ça, son coût salarial de 20%,
Ça paraît beaucoup, mais ça, c'était une époque où le coût de la main-d'œuvre en Chine était 20 fois moins. Est-ce qu'une modération de 20% des coûts salariaux allemands, etc., était vraiment une menace pour les industries chinoises? Évidemment non. Est-ce que c'était une menace pour les industries françaises et italiennes? Évidemment oui. Et donc l'ajustement économique choisi par l'Allemagne, ça a été d'écraser, sympathiquement, hein. Je veux dire, on est copains, pas à la loyale. Des pays comme la France et l'Italie, ses concurrents directs, et au contraire d'établir plutôt un partenariat de complémentarité avec la Chine en lui vendant des machines-outils et des grosses voitures pour ces riches qui réussissaient. Et en fait, et de la même façon, symétriquement, les problèmes de la Chine, ça n'est pas le coût de la main-d'œuvre dans les pays avancés. C'est le coût de la main-d'œuvre au Vietnam, aux Philippines, en Indonésie, parce que les vrais concurrents, en termes de coût salarial, sont là-bas. Donc l'idée que l'Europe puisse agir collectivement, alors ça, c'est des éléments d'explication, mais je veux dire, en vérité, ça suffit de voir qu'elle ne le fait pas. Et surtout, là, on arrive à une situation tout à fait étonnante où les États-Unis eux-mêmes, notre leader, font un virage protectionniste. Je veux dire, moi, j'ai jamais aimé le style de Trump. Coiffure, vraiment, pas possible. Et sa façon d'être, enfin, c'est quelque chose d'insupportable. Mais Trump, lui, avait fait le bon diagnostic sur l'Amérique. Il ne disait pas que comme Hillary Clinton, que c'était merveilleux, que les valeurs de l'Amérique, etc. Lui, il avait fait un bouquin, il a publié un bouquin qui s'appelait Crippled America, c'est-à-dire l'Amérique estropiée, quoi, et qui parlait un peu comme ce livre des universitaires sur la mortalité dont je parlais tout à l'heure, et qui dit il faut, c'est protéger les salaires ouvriers, reconstruire l'industrie, etc., et protéger. Et cette partie de Trump a été reprise par Biden. Donc en fait, on sait très bien que le pays le plus puissant du monde occidental est en train de faire un virage protectionniste. Et où est l'Europe là-dedans? Vous voyez, on ne peut même pas en discuter. De toute façon, les Allemands ne voudraient pas. Les Allemands n'en ont pas besoin parce que le consommateur allemand est naturellement et culturellement protectionniste. C'est l'un des problèmes aussi du protectionnisme. Il y en a qui le font naturellement sans qu'il y ait des règles. Voilà. Donc mais je ne milite plus contre l'euro. Maintenant, je m'en sers pour l'analyse. Mais c'est clair que l'une des choses qui mesure l'atomisation de la société française, la dissolution de son corps de citoyen, s'exprime par son incapacité maintenant à concevoir une sortie de l'euro. Même le Rassemblement national a renoncé à sortir de l'euro. Quand il y avait une gauche, elle n'en parlait pas. Et quand on regarde les sondages d'opinion, les gens ne veulent pas sortir de l'euro. La peur, de nouveau. Mais de ne pas vouloir sortir de l'euro, ça veut dire nous ne sommes plus une nation. Et il faut qu'on se voit tel que nous sommes. Il doit y avoir des étrangers ici, donc je fais un nous. Mais tel que nous sommes. C'est pas tellement que la France est une puissance moyenne ou qu'elle n'a plus tellement de pouvoir dans le monde, c'est qu'il n'y a plus de volonté nationale. Et je ne dis pas ça sur un ton patriotique, comme cette... ce qui me venait comme, j'allais dire Zorglub, vous savez le personnage de Spirou, mais en fait j'aime beaucoup Zorglub, auquel je m'identifie volontiers, mais ça m'en fout. Mais vous voyez, donc il y a quelque chose de... Mais il faut se voir tel qu'on est. C'est-à-dire qu'on a une population qui n'est plus capable de se dire on va prendre des risques ensemble pour s'en sortir. On va comprendre que l'urgence, c'est vraiment pas les problèmes d'identité, d'immigration ou de savoir depuis combien de temps les gens dans une famille quelconque sont français. Le problème, c'est de retrousser ses manches, de penser industrie, de penser technique, de penser protection, d'accepter peut-être que ça tangue un peu au début et
et même avec des petites baisses de niveau de vie initial en attendant de redémarrer. Et en fait, on est... Et alors la classe dirigeante, des trucs vraiment frappants en France, c'est la disparition du sentiment national dans la classe dirigeante. Alors ça, c'est juste incroyable. Il n'y a pas d'équivalent en Angleterre, il n'y a pas d'équivalent aux États-Unis, il n'y a pas d'équivalent en Allemagne, il n'y a pas d'équivalent, évidemment, au Japon, où je vais pas mal, où j'allais pas mal avant l'épidémie et les restrictions. Mais la disparition de tout sentiment national dans la partie supérieure et dirigeante de la société française est un phénomène historique ahurissant. J'ai un bon copain dont le métier n'est pas l'analyse politique, qui est généalogiste et qui connaît bien l'Amérique latine, qui a des aventures tumultueuses avec des femmes mexicaines, colombiennes, donc il a une connaissance de terrain, si on peut dire, de l'Amérique latine. Il me disait, mais c'est vraiment frappant à quel point la bourgeoisie française, une petite formation marxiste qui traîne, commence à ressembler aux bourgeoisies latino-américaines, qui vivaient tout à fait dans la soumission à la puissance américaine, qui ne pensaient qu'à protéger leurs intérêts matériels, etc., et donc avec des inégalités tout à fait incroyables, et qui étaient incapables de prendre en charge leur pays en tant que nation. Et donc en fait, il y a une phase où on pourrait... ce copain, je peux donner son nom, il s'appelle Philippe Chaplin, a ce très beau modèle de la transformation de la France en pays d'Amérique latine de la grande époque. Et là, j'ai ma chute, je veux dire, et c'est pour ça qu'on peut parler du président Macron. Merci beaucoup pour cette réponse. On va passer aux questions du public. Donc si vous voulez bien lever la main si vous avez une question, on va vous faire passer. Je suis désolé, je suis un peu bavard dans mes réponses, je ne peux pas m'empêcher. Bonsoir, merci pour vos propos. Alors moi j'aurais une question. Vous avez semblé opposer la comédie politique française à des modèles beaucoup plus bipartisans et clivés, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, et même avec les élections normales entre guillemets en Allemagne. Et, est-ce que vous pourriez détailler un petit peu plus pourquoi est-ce que vous estimez que c'est un meilleur modèle et que ce serait plus souhaitable d'avoir des modèles, enfin une société extrêmement divisée comme c'est le cas par exemple aux États-Unis, et qu'est-ce que ça pourrait apporter de réellement bénéfique? Non, pour moi l'objectif c'est pas, j'étais pas en train de dire c'est mieux, j'étais en train de dire c'est différent. Et ce que je voulais, c'est pour moi-même, je suis dans une prise de conscience du fait que la trajectoire historique de la France commence à se séparer de la trajectoire d'autres démocraties occidentales. Donc, mais ça, c'est complètement neutre. Je n'ai pas dit du tout que c'était mieux ailleurs. D'ailleurs, honnêtement, je suis en train de travailler... je suis de façon à nouveau extrêmement critique sur l'évolution du système américain et je suis même en train d'admettre que l'Angleterre, qui est mon pays de référence, n'est pas idéal. Vous voyez, donc je ne suis pas du tout dans une... Quant à l'Allemagne, je pense que je n'ai jamais été accusé d'une germanophilie délirante dans ce pays et j'ai été à tort beaucoup accusé de germanophobie. C'est pour ça que j'ai plutôt plaisir à dire que je suis capable de voir quand l'Allemagne se comporte plus normalement. Et je me disais, en fait, je pose ce constat et je me dis, mais qu'est-ce qui peut expliquer que la France soit entrée dans un modèle de désintégration absolue de la vie politique, de son système de parti, dont l'ultime expression est le fait que tout le monde est de droite. Donc si tout le monde est de droite, plus personne n'est de droite. Ça n'a plus de sens. Les mots droite et gauche, voilà. Et je cherche le facteur commun. Et si vous regardez les États-Unis, c'est extrêmement clair que les États-Unis sont capables de prendre des décisions pour eux-mêmes et que leur vie politique et leurs élections ont un sens, bon ou mauvais,
et peut-être abominable même. Vous voyez, l'Angleterre est sortie de l'Europe pour pouvoir exercer un certain type de souveraineté nationale. Voilà. Donc, et de toute façon, ils n'étaient pas rentrés dans l'euro, et donc ils n'ont jamais été dans un état d'abolition de leur capacité de décision comme nous. L'Allemagne est dans une situation un peu différente. L'Allemagne, on pourrait dire, l'Allemagne est encastrée dans la mécanique européenne aussi. Mais, simplement, l'Allemagne domine en Europe. Vous voyez, l'Allemagne domine en Europe. Donc, en fait, quand les électeurs allemands votent, ça a un sens. Je dirais, j'aurais envie de dire que ça a même un sens pour nous. Je veux dire, notre président a déjà été élu, il s'appelle Scholz. Vous voyez, nous, on va élire le vice-chancelier. En fait. Vous voyez, donc en fait, tant que l'élection a du sens, on peut avoir un système de parti. Mais si, au fond, il y a une comédie électorale, et les gens rentrent dedans, c'est extrêmement difficile de ne pas suivre ce qui se passe, les shows, surtout quand même que la presse et la télé ne sont pas hyper critiques. Hein, tous les critiques de théâtre aussi doivent gagner leur vie. Parce que moi, je considère les journalistes politiques maintenant comme des critiques de théâtre. Mais je pense qu'au fond, les gens sont à la fois... l'esprit humain est complexe. C'est-à-dire qu'on pourrait décrire la fuite dans les thématiques islamophobes comme un déni de réalité, le fait de se refuser à parler des questions économiques comme du déni de réalité. Mais au fond, les gens savent que c'est de la blague, tout ça. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Mais c'est pas Et en vérité, je ne suis dans aucun jugement de valeur. Vous voyez, je m'en fous, en fait. Et évidemment que c'est triste. Mais... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Hein? Non, mais j'arrive pas... Si vous n'aviez pas de masque, je pourrais lire sur votre visage si ma réponse est suffisante pour vous ou non. Mais avec le masque, surtout que vous avez la version Zorro, on a... Oui. C'est bon, merci. Vous êtes parfait. Bonjour monsieur, merci pour votre conférence. J'avais une question pour vous. Dans votre exposé, vous attribuez, on va dire, la sortie du clivage politique traditionnel de la France à l'intégration dans l'Europe et à l'impuissance politique du gouvernement français. Et pourtant, on fait quand même le constat que dans beaucoup de pays européens, on maintient, comme vous le disiez vous-même, une vie politique entre guillemets normale. En Allemagne, certes, mais aussi en Italie, en Grèce, en Espagne. Et donc, je serais curieux de savoir comment vous attribuez cette spécificité française à un contexte finalement commun, qui est cette appartenance à l'Europe et cette impuissance qui n'a pas de raison d'être spécifiquement française. Alors, d'abord, je ne décrirais pas la vie politique italienne sans doute comme complètement normale. Et en fait, le système politique italien a implosé avant le système politique français. Mais là, j'ai essayé de faire une sorte de toute chose étant égale par ailleurs. Et donc, j'ai placé la France, quand on analyse historiquement la France, en général, on la situe par rapport aux pays qui, les premiers, ont fait la révolution industrielle. Donc, il y a les pays anglo-américains, il y a l'Europe du Nord, des choses comme ça. Les pays, alors, l'Italie était un pays semi-développé, mais les pays de l'Europe du Sud sont un autre cas pour trop de variables. Voilà. Mais qui suggère peut-être, je lisais une nouvelle dans le journal, que finalement, l'une des questions que je me pose, j'ai moi-même, alors je suis très attaché à la démocratie libérale, à la liberté d'expression, sans laquelle je ne pourrais pas faire mon métier, et qui me permet quand même, quoi qu'on dise, j'ai bon espoir de ne pas être attendu par la police de l'État à la sortie de cette salle de conférence, ce qui ne serait pas le cas dans tous les pays du monde. J'ai quand même le droit de faire des blagues. J'ai le droit de dire ce que je pense sur Macron, vous voyez, hein? C'est vous qui l'avez dit. Oui.
c'est très intéressant. Oui, en fait, c'est très intéressant. Moi, voilà. Oui. Moi, je considère que j'ai encore le droit de le dire parce que j'ai pas mal de livres traduits à l'étranger et que ça me protège. Mais bon, on verra. Du coup, je me suis perdu. Mais je commence à voir, je vais vous transmettre quand même, je commence à voir des... Bon, vous savez, vous connaissez la formule, je crois que c'est de Churchill, la démocratie est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Hein. Bon, et évidemment, le suffrage universel est une conquête extraordinaire, mais au point où on en est, je pense qu'il faut quand même que la philosophie politique atterrisse un peu dans la réalité, dans les mœurs, et pas juste dans les textes, les règlements, etc. Alors, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est la première question que je vous laisse discuter entre vous, surtout que je pense que collectivement vous pourrez le faire. Honnêtement, toute la théorie de la démocratie, etc., c'est faite, les gens qui écrivaient, les gens comme Locke, Rousseau, tous les autres, en fait, ils avaient l'idée d'un corps des citoyens, bon, qu'il ait été masculin dans leur esprit, c'était un petit défaut qui a été corrigé, mais au fond, ils pensaient à des gens, à un corps électoral dont l'âge médian devait être de 30 ans. Hein? Maintenant, l'âge médian du corps électoral, il doit être supérieur à 50 ans. Donc en fait, on vit dans des sociétés où le pouvoir du bulletin de vote est vraiment l'arme des vieux, des gens de ma génération, ou un petit peu moins. Et il produit des situations extrêmement bizarres où vraiment l'âge des gens qui travaillent et qui produisent, comment dire, est devenu est vraiment très 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 inférieur à l'âge moyen du corps électoral. Donc on est dans des sociétés dont le leadership est assuré quand même par des improductifs. Hein? Et donc les démocraties sont aussi en train de devenir des gérontocraties. Hein? Et en fait, l'épidémie de Covid nous a donné quand même l'occasion de mesurer la puissance des mécanismes gérontocratiques. Hein? J'étais très content que tout le monde soit enfermé pour qu'on me sauve la vie. Mais quand même, je veux dire, on a arrêté la vie de tous les jeunes pour sauver les plus de 50 ans. En gros, c'est quand même une expérience historique assez intéressante. Et je dirais, dont l'intensité augmente, en fait, dans un pays comme la France. C'est pas vrai de tous les pays, mais bon, là, je disais, le corps électoral de Macron vieillit. Donc, je pense, les hommes politiques, ils passent. Le but de la vie politique, maintenant, c'est plus d'agir, hein, puisqu'il ne peut pas agir, c'est de se faire élire. Une fois qu'on arrive, c'est plus d'agir, c'est plus de changer la vie, des trucs comme ça. C'est juste d'être élu. Donc, les mecs, ils vivent le nez sur les sondages d'opinion, comment plaire, comment ne pas déplaire. Et en gros, personne ne peut être élu en France en étant méchant avec les personnes âgées, qui pèsent trop lourd dans le corps électoral. Vous voyez ? Et donc là, on en arrive à des situations où on se propose de vacciner des gosses de 5 à 11 ans sans avoir osé établir une obligation vaccinale pour les plus de 50 ans. Il est évident que la sortie de crise pour un pays avancé comme ça, maintenant, c'est l'obligation vaccinale. C'est pas d'histoire de passe. J'ai même pas dit que j'étais contre le passe vaccinal. Hein. Moi, je suis pour le vaccin. Je trouve que les gens, bon, je suis complètement banal. J'ai foi en la science. Vous voyez. Mais je dis, c'est simplement tout à fait. Et les mecs, honnêtement, quand je voyais des mecs de ma génération me disant, vous avez, je devais avoir que 69 ans à l'époque. Non, 70 ans. J'ai 70 maintenant. Ouais, quand même, moi, ce qui m'inquiète avec ces histoires d'ARN, de transfert, c'est les conséquences
C'est les causes du vaccin. C'est les conséquences à long terme du vaccin pour moi. Je te dis, mais tu le vois comment ton long terme, hein? Vous voyez, c'est juste complètement ridicule en fait, complètement ridicule. Et là, donc en fait, je commence à me dire qu'il y a pour la première fois de ma vie, je suis troublé parce que je trouve qu'on commence à avoir de bons arguments pour la suppression du suffrage universel. Vous voyez? Ou alors, perdre son droit de vote à 65 ans. Je ne sais pas, mais je déconne un peu là. C'est pas possible. Il ne faut pas rêver. Mais il faut être capable de penser ces choses. Et aussi, il faut être capable de se dire que si, pratiquer une élection en France ou participer à une élection, c'est participer à une pièce de théâtre, une comédie où on doit raconter n'importe quoi pour ne rien faire du tout. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment tellement rentable? Je veux dire, parce que c'est sûr que les gens qui nous gouvernent deviennent d'immenses techniciens. Ah bah oui, on a le droit d'être grossier maintenant. Non, je peux pas être grossier à ce point. D'immenses technicien de l'enfumage électoral des populations. C'est un métier, c'est compliqué, hein. Mais pour acquérir ce métier, vous oubliez d'étudier les derniers textes économiques sur les synergies État-entreprise, sur le rapport sur les questions de protectionnisme éducatif, etc. Donc peut-être, j'avais dit ça l'autre jour, mais ça au Japon, les Japonais, on peut leur dire ça, mais bon, peut-être que admettre ce qu'on est, c'est-à-dire peut-être que admettre que nous ne sommes plus une démocratie libérale, une plutocratie libérale, peut-être ça serait plus efficace. Peut-être, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être admettre ce qu'on est. Et je vais vous dire, regardez par exemple l'Italie. Je reviens à l'Italie. Moi, je pense que le système politique italien, je pense que les Italiens, qui sont des gens créatifs, inventifs et qui quand même ont inventé le fascisme au début des années 20. Mais si, c'est ce qu'on oublie. L'Italie fait toujours rigoler. Vous voyez? Moi, je suis italianophile, vraiment. Hein. Bon. Tous mes enfants ont fait de l'italien d'une façon ou d'une autre. Moi, je ne parle pas italien, mais j'ai fait une partie de ma thèse quand même sur des documents italiens. Mais donc c'est un vrai respect. Et puis les Italiens savent s'organiser. C'est pas vrai que c'est le bordel. Regardez comment ils jouent au football. Vous voyez, c'est pas bon. Mais donc ils ont inventé le fascisme et des tas de choses. Ils ont fait Berlusconi bien avant que les Américains fassent Trump ou qu'on fasse Macron. Vous voyez. Et là, ils viennent de voter ou de mettre en place l'obligation vaccinale à 50 ans. Donc en fait, actuellement, ils ont pris une mesure fondamentalement saine, raisonnable et civique qu'on n'a pas été foutu de prendre. Et donc c'est... J'ai un peu de me tirer une balle dans le pied là parce que j'essaie de me sortir de la question en disant non mais l'Italie c'est différent, c'est un pays moins développé, hein, et je la sors du lot et puis je termine en disant non ils sont en avance sur nous. Donc en fait j'ai fait n'importe quoi sur le plan logique là. Je vois déjà le rouge dans la marge de la copie. Oui. Oui. Alors oui, en fait oui. Et on pouvait déjà faire confiance aux statistiques russes à l'époque de Brejnev, en fait. Et moi j'avais identifié la décomposition du système par la hausse de la mortalité infantile entre 70 et 74, 1970 et 1974, qu'ils avaient laissé passer. Et puis ensuite, quand ils s'étaient rendus compte que quand même ça ne faisait pas très chic, ils avaient arrêté de publier. Ils n'avaient pas falsifié. Parce que
le problème, la raison qui fait que les statistiques démographiques ne sont pas comme les autres, c'est qu'elles ont des principes de cohérence et de contrôle interne. C'est-à-dire le principe de base de la démographie, c'est tout ce qui naît doit mourir. Je reconnais que ce n'est pas réjouissant pour l'être humain en général ou en particulier, mais pour le statisticien, c'est quand même une grosse sécurité. Et ça veut dire que si vous sous-estimez un taux de mortalité à un moment donné, vous allez être embêté parce que plus tard, il vous manquera des gens. Et alors, ça c'est... Et donc, je ne vois pas raisonnablement, je ne vois pas de raison de se méfier de ces statistiques, d'autant plus que même pour des pays comme la Biélorussie, on connaît les causes. C'est-à-dire que Loukachenko a tous les défauts du monde, ça n'est pas un immense démocrate, mais ils n'ont pas foutu en l'air leur système hospitalier. Voyez. Et en plus, on a des... oui, pardon. Non, mais c'est sorti, en fait. Il y a déjà... en fait, on sait... en fait, c'est pas le nombre de morts, c'est la cause de décès dans ce cas-là qui a été... On va vous déclarer des pneumonies. Vous voyez, on va vous... Puis c'est toujours pareil, les causes de décès, il y a toujours un jeu possible, parce qu'il y a cause primaire, cause secondaire. Vous pouvez... À la limite, vous pourriez classer toutes les causes de décès comme arrêt du cœur. Vous voyez, donc... ce serait possible. Mais non, il y a un pays qui pose des problèmes de statistique. Moi, j'ai fait, je dirais, toute ma vie de chercheur, toute ma carrière, sur l'hypothèse que la mortalité infantile, comment dire, les données économiques elles existent, mais elles sont ça passe à travers des indices de prix. Les prix, c'est compliqué. Plus vous calculez, plus vous avez des indices complexes, plus vous vous retrouvez, comme on est en France, que j'avais dénoncé dans mon dernier bouquin, c'est-à-dire que l'INSEE nous dit sans arrêt que le niveau de vie augmente. Mais plus maintenant. Là, ils sont en train de rectifier le tir. Ils nous annoncent une baisse. Eux vont mettre en ordre toutes leurs séries économiques, etc., parce que maintenant, ça devient trop manifeste. Mais les séries économiques, ça se trafique. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Mais les choses démographiques, c'est beaucoup plus difficile à falsifier. Et donc, je l'avais utilisé pour la Russie. Ça avait pas mal marché. Parce que sortir à 25 ans un bouquin qui vous annonce l'effondrement du système soviétique simplement parce qu'on a trouvé un taux de mortalité infantile, c'est un bon investissement pour la vie. Hein, mais ensuite, quand j'ai écrit Après l'Empire, je crois que c'était en 2003, où je ne prenais pas au sérieux les histoires de toute puissance américaine, c'était aussi, j'avais regardé les taux de mortalité infantile occidentaux, je crois que les États-Unis étaient au 17e rang, donc c'était déjà pas très bien, et finalement, il n'y avait pas que ça dans le livre, mais elle n'augmentait pas hein, à l'époque, la mortalité, mais ils étaient vraiment très en retard. Et je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas, et ça m'a donné confiance. Donc, mais si vous voulez vraiment voir la contradiction entre les données démographiques et les données économiques, il faut vraiment regarder les États-Unis. Je ne sais pas, je crois qu'ils font 16... Le niveau de dépenses de santé dans le produit intérieur brut américain doit être, je ne sais plus si c'est pas 16%, c'est un truc énorme. Et ils arrivent avec une mortalité infantile de merde, avec des espérances de vie de merde. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les taux démographiques ne sont pas bien. Mais ça veut dire que la richesse américaine est fictive. Ça veut dire qu'il y a des grosses dépenses de santé parce que les médecins sont énormément payés, parce que les médicaments sont très chers. Et en fait, il n'y a pas de vraie valeur des fictions. Et la démographie permet de percer ces fictions. Je pense que si on allait au bout des choses, on se rendrait compte que
les gens sont embêtés par le retour d'efficacité de la Russie sur la scène internationale. Vous savez, Obama disait « Oh, la Russie, c'est une puissance régionale ». Il regardait le PIB russe. Le PIB russe, il est lamentable. Le PIB par habitant, mais c'est absolument... Comme vous voyez, tous les taux démographiques qui s'améliorent en Russie, il est possible aussi que le taux de suicide russe maintenant soit inférieur au taux américain. L'alcoolisme s'effondre en Russie. C'est absolument clair que tout le monde se sent beaucoup mieux. Et qu'il y a, quelque part, les indicateurs économiques qui existent ne sont pas le bon truc pour comparer le niveau de vie réel des Américains et des Russes. Donc voilà. Alors, par contre, là où vous pourriez avoir raison, c'est pour les données démographiques chinoises. Là, c'est pour la première fois avec la Chine, on a été confronté à des incertitudes, qui étaient liées à des phénomènes souvent assez particuliers. Il y a une grosse préférence pour le fait d'avoir des garçons en Chine, et avec la baisse de fécondité, ils ont tendance à pratiquer le dépistage précoce des bébés de sexe féminin et à pratiquer un avortement sélectif des bébés des fœtus de sexe féminin. Et donc ça produit dans une population eurasiatique standard, le nombre de garçons pour 100 filles doit être de 105-106. Il y a plus de garçons. Et ensuite, une mortalité supérieure des garçons à tous les âges de la vie, pratiquement. Mais dès que vous arrivez à 107, ça veut dire que vous avez de l'avortement sélectif. Les Chinois étaient en théorie arrivés à 118. C'est le grand pays de la modernité. 118. Parce que quand vous passez à des niveaux de fécondité inférieurs à 2, vous avez beaucoup de chances de ne pas avoir un garçon. Donc vous sélectionnez. Mais je crois, il me semble que ce 118 était surestimé, parce qu'en fait, ce qui se passait tout simplement, c'est que quand les gens, à cause de la politique de l'enfant unique, quand les gens avaient une fille, ils ne la déclaraient pas, ce qui leur permettait ensuite d'essayer d'avoir un garçon. Donc là, vraiment, dans le système statistique chinois, il y a des gros problèmes. Et le fait est qu'on a eu, le dernier recensement chinois a été une vraie surprise. Parce que moi, je me demandais si la fécondité chinoise, le nombre d'enfants par femme, l'indicateur conjoncturel de fécondité, était à 1,7 ou 1,5. Hein. Et en fait, avec le dernier recensement, on s'est aperçu qu'il était à 1,3. C'est absolument capital. Si vous êtes à 1,7, vous avez une situation de type russe, où la population peut, avec un peu d'immigration, trouver son équilibre. Si vous êtes à 1,3 en Chine, compte tenu du fait que, vu la taille de la Chine, ce n'est pas avec des immigrés qui vont résoudre leurs problèmes. Hein, c'est embêtant. Si vous êtes à 1,4 milliard, ça va être un peu plus compliqué que pour l'Allemagne, qui était à 80-82 millions, de trouver des immigrés. Mais là, on s'est vu, les chiffres chinois sont faux, mais là, c'est probablement dans un contexte où tout est faux. Donc, je pense que l'impératif de cohérence doit tomber en Chine. C'est juste que les systèmes statistiques ont un peu tendance à raconter n'importe quoi, mais quand on creuse dedans, on le voit tout de suite. Mais les Russes, non. Hein. Mais on les sous-estime. C'est toujours toute la perception de la Russie n'est qu'une immense sous-estimation. On va prendre peut-être une toute dernière question, si la salle en a, rapidement. Vous m'entendez? Oui, mais ouais, parlez donc, fort parce que je suis un peu sourdingue. Ok, donc j'ai deux questions. La première, est-ce que vous pouvez expliquer comment le taux de mortalité infantile peut expliquer la chute de l'Union soviétique? Est-ce que... Ah oui. Et la deuxième question, c'est puisqu'on observe que les intentions de vote sont indépendantes de la classe professionnelle, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres variables qui expliqueraient les intentions de vote? Alors, en ce qui concerne l'Union soviétique, c'est simplement ce qui fait
de la mortalité infantile un indicateur extrêmement sensible, c'est que ça joue sur la survie des êtres les plus fragiles dans une société. Je veux dire, c'est le moment, la capacité d'une société à faire survivre ses membres les plus fragiles est un lieu de test incroyable de son efficacité, mais qui va mettre en action tout. Je veux dire, l'alimentation, les hôpitaux, les docteurs, le comportement des familles. Vous voyez, il y a un truc très, très basique et synthétique. Et c'est pour ça que le pays du monde où la mortalité infantile est la plus basse, c'est le Japon. Grosse surprise. Vous voyez, et puis un pays comme la Suède. Donc vous allez avoir la véritable hiérarchie des efficacités individuelles et sociales. Alors pour la deuxième question, c'est oui, quelque chose qui expliquerait, mais moi je dis juste que peut-être qu'on va découvrir une variable ou des variables latentes dont on n'a pas idée. Moi, tout ce que je dis, c'est que, et puis surtout, c'est pas la vraie élection. Et puis les électorats populaires sont pas encore mobilisés. Et puis on ne sait pas très bien ce que vont être les taux d'abstention non plus, qui risquent d'être tout à fait importants pour la première fois. Donc, en fait, l'élection n'a pas eu lieu. Je disais que Macron, le président Macron, a de grandes chances d'être élu, mais c'est pas sûr. Vous voyez, c'est tout d'un coup, on s'aperçoit que Omicron, je ne sais plus qui me disait là tout à l'heure, c'est le vaccin universel plutôt que la menace universelle. C'est beau, ouais, c'est super. Et c'est-à-dire qu'en fait, on va tous être vaccinés par Omicron et on va se réveiller dans un monde normal. Là, tout le monde aura sous les yeux le fait que Macron n'a rien réussi pendant sa présidence. Et dans ce cas-là, ça va être plus dur de se faire réélire. Vous voyez, Macron a un super intérêt à ce que cette épidémie dure le plus longtemps possible. Hein. Quand vous n'avez rien à faire, quand vous ne pouvez rien faire, il vaut mieux affronter une sorte d'urgence comme ça, comme j'ai dit. Mais ce qui explique, j'ai dit, pour moi, ce qui expliquait Macron, il est là. Vous voyez, il est là depuis 5 ans. Il est, en fait, peut-être qu'il faudrait spéculer. Je ne l'ai jamais fait. J'y vais en direct là, parce que c'est difficile pour moi d'imaginer qu'on puisse avoir envie de voter Macron. Vous voyez, ça demande vous voyez, une capacité d'empathie ou je sais pas. Vous voyez, c'est vraiment. En vérité, ça serait beaucoup plus facile pour moi d'imaginer que je suis une femme, que je me vois beaucoup plus en femme que votant Macron. Vous voyez, vous voyez, pour donner le niveau d'incompréhension. Vous voyez, ouais. Donc, mais donc il faut peut-être la bonne façon de procéder, ça serait de se dire que ce que les gens non macronistes perçoivent comme des défauts sont pour d'autres des qualités. Donc, il est un peu bizarre, un peu coupé du monde, très méprisant, pas très compétent, peut-être c'est ça qui plaît. En fait, peut-être il y a 25% de gens un peu bizarres qui se reconnaissent dans son incompétence et dans un certain sadisme et dans son vocabulaire un peu ordurier. C'est Zemmour qui nous donne la clé de ça. Vous voyez, peut-être qu'on est en train d'aborder la phase pipi, popo, caca de l'histoire de France. Le retour à l'école maternelle. Vous voyez. Et puis, il y a quand même cette chose, c'est très important, c'est là, on converge avec une tradition française connue qui est la très grande centralité et puissance de l'État. C'est-à-dire, d'abord, quand les gens ont peur, c'est l'état de... Je ne sais pas si vous avez des cours des options philosophie politique ici,
Mais il y a Hobbes, c'est un très grand auteur anglais du XVIIe siècle, qui dit que l'État, il est bon pour assurer la paix civile, quelle que soit la nature des gouvernants, des gouvernés, quelle que soit sa forme. Voilà. Hein. Et là, dans une situation de crise, de Covid, de dérèglement économique et d'appauvrissement, etc., ça ne paraît pas impensable que simplement 25% des gens, ce qui suffit pour atteindre le premier tour, soient juste dominés par la peur que ça soit pire et que l'État s'effondre. Et c'est vrai que Macron, mais c'est une qualité positive. Je pense que son rapport au monde extérieur est partiel. Et peut-être c'est ça qui lui a permis de tenir le coup pendant la crise du Covid. Sa gestion du Covid n'était pas pire qu'une autre. Hein. Il n'a pas pris que des mauvaises décisions. Ça serait très malhonnête de dire ça. C'est hors Covid qu'il est nul. Je veux dire, son domaine de compétence, peut-être c'est juste le Covid d'ailleurs. Voilà. Vous voyez, donc donc si vous ajoutez, mais il y a, et s'ajoute à ce qu'on pourrait appeler l'état de Hobbes, le Léviathan, ce qui s'est passé en France de montée en puissance de l'État. Ça, c'est un truc que j'avais analysé en détail. C'était tout à fait central dans les luttes de classe en France au XXIe siècle, mon dernier bouquin. C'est que la France est un pays qui a vécu je dirais de façon paradoxale et absurde la révolution néolibérale. Parce que la France n'est pas un pays de tradition ultralibérale, c'est un pays de tradition libérale, mais sur le plan économique, le rôle de l'État était très important. Et toutes les réformes libérales en France ont en plus faites dans le contexte d'un euro qui empêche l'ajustement sur les marchés. Tout ça, ça a été fait par des énarques qui sont des fonctionnaires, des mecs dont la formation de base est d'équilibrer les comptes, vérifier les comptes, des comptables, ne maîtrisant pas les principes fondamentaux de l'économie keynésienne ou du marché. Et donc, toutes les tentatives de dérégulation, de libéralisation de l'économie française ont abouti en France à la destruction de l'appareil industriel et de l'économie privée. Et donc, au final, elles ont assuré la montée en puissance relative de l'État dans la société. Et donc, à l'état hobbésien général, s'est ajouté en France une tendance à la montée en puissance de l'État. Et donc, et Macron, c'est l'État. Mais si Pécresse était élue, c'est aussi une énarque très bien sortie. Moi, mon hypothèse, c'est que plus on sort bien classé de l'ENA, plus on est incompétent. Parce qu'il y a des filtres internes, vous voyez, de conformisme qui assurent que si vraiment vous sortez dans la botte de l'ENA, j'espère qu'il n'y en a pas ici, c'est une garantie de ce que vous êtes inapte à la gestion d'une société avancée. Je pense que ce sera le mot de la fin. Et ouais. aussi... voilà, donc...